Salut tout le monde et bienvenue sur Batmanon prend son bouquin. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, mais voilà, j'avais envie un petit peu de parler avec vous des livres que je viens d'acheter. Oui, je sais, j'avais dit que tant que ma palle n'arrivait pas à 30 livres, je n'achetais pas. Et que voulez-vous, je me suis faite avoir par mon libraire. Oui, parce qu'en fait, il y a des livres que j'attendais en poche depuis longtemps, voire très longtemps pour certains, car les éditions, les maisons d'édition, elles ont mis du temps à les sortir. Et du coup, l'autre jour, j'ai craqué parce que je regardais ma palle, qui est remplie de plein de livres formidables, hein. Mais je n'arrêtais pas de penser au fait que les livres que je voulais venaient de sortir, et du coup, je les ai achetés. Donc j'en ai acheté pas moins de 5 que je vais vous présenter. Et en plus, je suis allée piocher dans différentes boîtes à lire un peu du coin, pas mal de classiques et en super bon état. Donc je me suis dit que j'allais aussi vous les présenter, car après tout, un book haul, c'est pas forcément dépenser de l'argent. C'est aussi les nouveaux livres qui rejoignent la grande famille qui est notre bibliothèque. Du coup, pour vous dire à quel point j'étais contente de les acheter, c'est que sur les 5, il y en a déjà 2 que j'ai lus. Mais ça, va sur mon compte Instagram, tu le sauras parce que je mets mes petites critiques au jour le jour. Je vais vous les présenter quand même assez rapidement, je les ai là, une jolie petite pile à côté de moi. Et le premier, il s'agit de Liane Moriarty, 9 parfaits étrangers. Voilà, donc 9 parfaits étrangers, je crois qu'il est sorti l'année dernière en grand format. Je me rappelle que j'avais failli l'acheter pendant le premier confinement, mais je m'étais retenue parce que pour un souci de maniaquerie énorme, je voulais qu'il soit de la même taille que tous les autres Liane Moriarty que j'ai, et j'en ai déjà en grand format, et il n'y a pas à dire, maintenant c'est fini le grand format. Dès que je peux avoir du poche, je prends du poche parce que je les emmène partout. 9 parfaits étrangers, ça raconte l'histoire de 9 personnes qui ne se connaissent pas et qui vont se rencontrer au hasard d'une cure de bien-être. Voilà, on est en Australie, c'est 9 profils très différents, très atypiques, et ils ont tous décidé d'aller se ressourcer pendant 10 jours dans une cure de bien-être, un truc qui s'appelle Tranquillum House, je crois, et où ils vont suivre du coup un peu toutes les dérives du bien-être actuel. Vous savez, comment dire, arrêter de parler, être dans le silence, faire du yoga, de la méditation à la pleine lune, etc., etc. Ce qui est très intéressant, comme toujours avec Liane Moriarty, c'est que les personnages sont d'une réalité. C'est encore un roman choral, évidemment, c'est là-dedans qu'elle est la plus douée. Ils sont d'une réalité tellement précise qu'on pense vraiment que ce sont des gens qui existent et qu'on connaît. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus, les profils sont très divers. Elle est vraiment capable de se mettre dans l'esprit de personnages qui n'ont rien en commun, de voir leurs peurs, leurs envies, leurs préjugés, leur manière de parler. J'ai toujours adoré les auteurs et les autrices qui étaient très forts dans les dialogues, sûrement parce que moi je suis une bille. J'ai vraiment beaucoup aimé ce bouquin. Comme tous les Liane Moriarty, c'est assez addictif, c'est-à-dire que le livre fait 600 pages mais il a été lu en 2 jours. Le petit bémol, parce qu'il y en a un quand même que je trouve, c'est que j'ai trouvé la fin un peu tarabiscotée, dans le sens où le livre avance bien, on commence à avoir des interrogations, voire des soupçons un peu sur plusieurs... comment dire, sur plusieurs problématiques qui sont amenées dans ce livre. Et d'un coup, c'est comme si elle avait voulu faire vite, je trouve, comme si mince, j'ai le droit de faire que 600 pages, du coup il faut que j'aille plus vite. Et j'ai trouvé ça dommage parce que ça part un peu en sucette quoi. Mais la fin est quand même très bien. Il y a une critique de beaucoup de choses dans ce bouquin qui comme ça n'a pas l'air. On critique un peu cette obsession du bien-être actuel, dans laquelle on tombe tous, hein. On a tous des moments où on se dit maintenant ça y est c'est fini, je fais du sport, j'arrête de manger gras, je prends soin de moi, je m'éloigne des personnes nocives, et puis on revient tous à nos bonnes vieilles habitudes. Vraiment très chouette comme d'habitude. Évidemment il y en a qui vont dire qu'il est moins bien que ses premiers. Je suis d'accord avec vous parce que les premiers étaient tellement dingues que ça va être très dur pour elle un jour de faire mieux, mais tous ces livres en attendant sont bien, se dévorent, et donc c'est pour ça que je vous le conseille. Plantage de caméra, toi-même tu les connais. Bon tout le monde, ça marche cette fois? Bon, je reviens à ce que je disais. Je parlais du deuxième livre, mais tout s'est effacé, alors on recommence. Oh Happy Day, pardon, et la suite du livre de Et je danse aussi, de Jean-Claude Mourleva et Anne-Laure Bondou. Voilà, j'allais encore me tromper, j'inverse toujours leur nom de famille à ces deux-là. C'est un livre écrit à 4 mains. Je vais pas beaucoup vous parler de la trame de celui-ci, car c'est la suite du tome 1, mais le tome 1 était l'histoire de Pierre-Marie Soto, qui est un très grand écrivain, très reconnu, assez célèbre en France. Et un jour, une de ses fans, on suppose, qui s'appelle Adeline, va lui envoyer une énorme enveloppe avec écrit ne surtout pas l'ouvrir. Rien de mieux pour piquer la curiosité de l'écrivain qui du coup va lui répondre en lui disant d'accord, je n'ouvre pas cette enveloppe, mais pourquoi, nanana. Et petit à petit, au fur et à mesure des lettres, il va naître entre eux une certaine complicité, ils vont parler de choses très importantes sur la vie et forcément une certaine tendresse. Dans le premier tome, on découvre vraiment, c'est écrit à 4 mains, donc chaque auteur a son personnage, ce qui fait que les 2 personnages ont un style vraiment pertinent, ont vraiment une manière à eux de parler en fait, et ça ne manque pas d'humour. Moi, à chaque fois que je lis les livres de ces auteurs dans cette saga, j'ai envie après d'écrire des mails de ouf. D'ailleurs, je crois que ça s'est un peu vu parce qu'hier j'ai répondu à une maman d'élève
en mettant plein de notes d'humour et tout. Elle doit se dire mais c'est qui cette CPE fêlée. Mais tout ça pour vous dire que c'est vraiment super chouette. Et Oh Happy Day c'est la suite en fait. Après 4 ans de silence sans qu'il se soit écrit pour moult raisons que je ne vous spoilerai pas, ils se réécrivent. Et c'était vraiment un vrai plaisir, une vraie sucrerie que de retomber là-dedans et de redécouvrir ces deux personnages, de voir comment leur vie a évolué, plaisir. Donc pour ceux qui avaient adoré le tome 1, jetez-vous sur le tome 2. En plus cette couverture toute acidulée, moi elle me met du baume au cœur en cette période toute grisounette, donc je trouve vraiment que c'est super chouette, donc n'hésitez pas à y aller. Et on continue car je me suis offert, alors celui-là vous allez comprendre pourquoi je l'attendais en poche, hein. Le tome 1, car il était tellement énorme en grand format qu'ils ont dû le couper en deux. Du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Celui-là vous avez dû en entendre parler et vous l'avez forcément vu dans toutes les librairies car c'est un pavé. Un pavé, tu tues des gens avec ce livre. Du coup ils l'ont enfin sorti en poche. Le tome 1 est sorti depuis quelques temps et j'ai vu hier sur Instagram que le tome 2 venait de sortir, donc c'est parfait. Si jamais je suis à fond dedans, je pourrais aller chercher le tome 2. C'est un roman fantastique où nous allons suivre 3 personnages féminins car la particularité de ce livre est que tout est écrit au féminin. Exemple, au lieu de dire dans un royaume, c'est dans un rénome. Ce sont des dragonnières, ce sont des chevalières, c'est une reine. Et nous allons suivre, je crois, 3 personnages féminins qui ont chacune un poste différent dans cette histoire. Je crois qu'on suit la reine qui doit à tout prix mettre au monde une héritière pour son trône. Nous allons suivre une des chevalières du royaume qui combat moult dragons et autres créatures, ainsi qu'une magicienne. J'en sais pas beaucoup plus, mais le concept que tout soit mis au féminin, que les femmes aient cette place prépondérante dans un genre où elles ne sont souvent que des personnages secondaires à forte poitrine et gros caractère, ça me fait vraiment plaisir en fait. Et surtout, c'est un peu une saga fantastique comme on les aime, c'est-à-dire qu'il va y avoir du combat, il va y avoir du complot, il va y avoir de la vengeance. J'ai vraiment hâte de le lire. On la compare à la nouvelle Robin Hobb. Pour ceux qui ne savent pas qui est Robin Hobb, c'est l'autrice de l'Assassin Royal, qui est juste une saga de je crois 14 ou 12 tomes au succès mondial reconnu. Et j'avais vraiment hâte depuis le temps, évidemment comme tout le monde, la première fois que j'ai vu ce bouquin, je crois que c'était chez Gibert à Paris. Et le bouquin, mais quand je vous dis qu'il était énorme, si quelqu'un l'a, mettez une photo en commentaire. J'avais jamais eu un aussi gros livre dans ma bibliothèque quoi, même les livres sains ne sont pas si gros. Du coup rien que là le poche c'est une belle pavasse et dites-vous que c'est que la moitié, c'est écrit en tout petit dedans et il y a le tome 2 du coup qui vient de sortir, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ensuite, bon alors celui-là j'ai pas attendu qu'il sorte en poche, c'est faux, c'est juste que j'ai fini le tome 1 récemment, vous le savez car j'en parle dans mon dernier vlog, et comme c'était une saga qui a vraiment piqué ma curiosité et qui n'était pas simple d'approche, j'ai tout de suite pris le tome 2 pour m'y plonger rapidement avant de tout oublier. Il s'agit du tome 2 des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Voilà, donc le 2 s'appelle La Porte de Cristal et où nous allons suivre la suite des aventures de Essun, Sienite et Damara, je crois que c'était ça, Damara. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous mets un petit i ici ou en dessous vers le vlog parce que j'explique vraiment bien le début du résumé et là j'ai peur de spoiler en faisant pas attention. Mais c'est une saga de SF hyper déroutante pour moi parce que je ne lis pas beaucoup de SF. Mais en même temps, j'avais beau être paumée à certains moments, j'avais envie de connaître la suite et vous voyez, ça ne change pas car le tome 2, je suis allée l'acquérir très vite. Donc n'hésitez pas à découvrir cette saga. Et enfin mon dernier craquage, mais celui-là je sais que vous allez me le pardonner, c'est certain parce que je vous l'ai tellement vendu en 2019, le premier livre de cet auteur que j'ai lu. Celui-ci je l'attendais depuis 2019 qu'il sorte en poche. Si je vous dis que je me suis offert un nouveau livre de Luca Di Fulvio, qui est l'auteur du Gang des rêves, pareil j'en parle dans mon top 2019, j'en parle dans mes romans favoris, j'en parle je crois récemment dans mon tour du monde européen des livres. Et bien je me suis offert Les Prisonniers de la Liberté de Luca Di Fulvio. On est en 1913, un paquebot, un transatlantique fait part je crois d'Italie, en tout cas d'Europe, ça c'est sûr, Palerme, donc oui en Italie, pour Buenos Aires, l'Argentine. Dedans, 3 personnages qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien en commun, sont en 3e classe, donc dans les soudes, vous vous souvenez tous de Titanic un peu, ça vous donne une idée. Voilà, ils quittent l'Italie pour changer totalement de vie. Parmi eux, nous avons une femme qui, je crois, est mise à tabac régulièrement parce qu'elle est trop jolie par les autres femmes du village, un homme qui fuit la mafia et un petit garçon qui fuit les pogroms, car 1913, souvenez-vous, l'antisémitisme est déjà bien là, bien présent en Europe et dans le monde d'ailleurs. Ils fuient pour une nouvelle vie à Buenos Aires et aucun d'eux ne s'attend à ce qui va se passer. J'en sais pas plus, mais moi c'est bon. Déjà le titre, Les Prisonniers de la Liberté. Tu vois, c'est des trucs que là, quand j'étudiais la littérature en terminale, je me serais dit, ouais, il y a quand même une contradiction de ouf dans le titre.
mais je trouve ça super poétique, surtout les prisonniers de la liberté. Comment on peut être prisonnier de la liberté? Moi ça a tiqué totalement ma curiosité, et surtout depuis que j'ai lu Le Gang des rêves, j'ai envie de lire tous les Luca di Fulvio, mais j'attends toujours leur sortie en poche. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous en avez lu d'autres de cet auteur, recommandez-moi les titres, car lui c'est sûr et certain, sa bibliographie, je vais la manger. On passe maintenant à des livres que j'ai trouvés en boîte à lire un peu partout autour de chez moi pendant les dernières semaines, et j'ai trouvé pas mal de classiques. Vous allez voir, les éditions elles datent. Classiques qui me tentaient bien. J'ai récupéré L'adieu aux armes d'Hemingway. Hemingway, je vous en ai déjà parlé, il faut à tout prix que je lise Pour qui sonne le glas cette année. Mais je suis intimidée comme devant chaque classique en me disant ça va être trop compliqué, je vais rien comprendre, ça va me rappeler mes mauvaises expériences au collège et au lycée quand on étudiait des œuvres qui m'ennuyaient à mourir sous prétexte qu'il fallait les étudier. Mais en même temps, Hemingway, il y a tout le personnage derrière, le charme de cet auteur qui m'interpelle, il a tout de l'auteur torturé rebelle qui me plaît bien. Et du coup, L'adieu aux armes, c'est une histoire d'amour, si j'ai bien compris. Un jeune homme est blessé pendant la Première Guerre mondiale, il va être rapatrié dans ce qu'on appelle les ambulances, c'était les sortes d'hôpitaux au milieu de la campagne, et il va tomber fou amoureux d'une des infirmières qui s'occupe de lui. Et je crois que c'est un des meilleurs romans de guerre et histoire d'amour du monde, car on connaît tous ce titre, L'adieu aux armes, j'en ai déjà entendu parler, et derrière, les critiques sont dithyrambiques. Donc je me dis bon, on va y aller, c'est en gros l'histoire d'un homme qui va fuir la guerre avec sa petite infirmière, et ça me donne envie, voilà, surtout de lire Hemingway. C'est encore écrit minuscule et j'ai encore peur, mais bon, je vais y arriver, je vais y arriver. Fin de l'année 2021 sera l'année où au moins un Hemingway sera lu. Je m'y engage personnellement. Je m'y suis déjà engagée 2 fois, et 2 fois je l'ai pas fait, mais cette année on y croit. J'ai ensuite, bon alors celui-là, je peux pas vous mentir, je l'ai pris juste parce qu'il était en bon état et que je me suis dit peut-être qu'un jour je le lirai parce que je suis tombée dessus à mon oral blanc de français en première et que j'ai eu 4 sur 20 parce que j'avais pas lu le livre. Madame Bovary Flaubert. Et que du coup j'avais une enseignante fan de Flaubert, son chien s'appelait Flaubert, je vous jure, comme quoi les clichés dans les BD, les profs et tout existent réellement. Tout ça pour vous dire qu'il va peut-être falloir que je découvre l'histoire de Madame Bovary. Donc si j'ai bien compris, Madame Bovary est belle, elle est convoitée de tout le monde. En gros je crois que c'est tout simplement un personnage assez atypique qui a fait fantasmer beaucoup de monde pour moult raisons que je découvrirai en lisant ce livre. Et ensuite c'est vrai que les classiques, il y a certains classiques, j'aime les avoir dans ma bibliothèque même si je ne les lis pas tout de suite. Parce que je suis complètement frappée, vous allez dire, mais je me dis qu'un jour peut-être mes enfants en auront besoin pour leur cours de français et que du coup je les aurai déjà. Donc voilà, celui-là du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis aussi je crois vraiment, parce que j'ai une sorte de petite rancune personnelle, il faut que je comprenne pourquoi je m'étais fait autant casser à cet oral de français. On n'avait même pas à le lire, hein, on devait juste étudier un extrait que j'avais pas dans mon corpus de texte, et je veux comprendre pourquoi ma prof était autant choquée, que je n'ai pas compris la complexité de cette femme et autres, et le mouvement sous les arbres avec sa jupe à pois, bref. Celui-là je l'ai pris parce que je le voulais, mais j'ai très peur de le lire. Il s'agit d'un Kafka. Kafka est un auteur qui m'intrigue beaucoup et pourtant je n'ai encore rien lu de lui. J'aimerais surtout lire Le Procès, mais j'ai choisi La Métamorphose. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'histoire d'un homme qui se réveille un matin en insecte. Voilà, le livre est tout petit mais tout le monde en parle comme d'un livre vraiment incroyable, tu t'en souviendras toute ta vie et autres. Donc je me suis dit allez vas-y, surtout que la couverture, je sais pas si l'appareil photo va faire la mise au point dessus, mais est juste glauque à souhait. Mais genre en fait je ne sais pas si je préfère cette personne en insecte qu'en être humain, tellement dans les 2 cas c'est affreux. Ensuite j'ai pris un auteur que j'aime beaucoup alors que pourtant je n'ai lu que 2 livres de lui, Camus. Les Justes, je vais pas vous mentir, je n'en ai jamais entendu parler, mais je me suis dit tiens, un Camus dont j'ai jamais entendu parler, comment se fait l'histoire d'un homme? En vrai c'est hyper court derrière et c'est une pièce de théâtre, donc mais je crois que c'est l'histoire d'un homme, je dis peut-être plein de bêtises, pardonnez-moi ceux qui l'ont lu d'avance parce que la 4e de couverture n'est pas très limpide, d'un homme qui a été accusé à tort et qui du jour au lendemain va être libéré. Si j'ai bien compris, c'est ça, c'est une petite pièce de théâtre assez courte, vous voyez, ça fait à peine 150 pages. Mais je me suis dit, allez vas-y, pour ta culture G, Camus en général t'aimes bien la plume, on verra. Ça je trouve je vais pas aimer du tout, mais je l'ai pris, puis il est juste un peu scotché dans tous les sens, mais il n'est pas en mauvais état. Celui-là je l'ai pris parce que en 2020, l'un de mes coups de cœur était de cet auteur et que du coup je me suis dit, allez, je vais essayer d'en lire plus de lui. Il s'agit de La Perle de John Steinbeck. Voilà, j'avais lu Des souris et des hommes, qui est un livre qui m'a marqué, vraiment. Et j'étais la première surprise que ça me marque autant. Du coup, là, il y en avait un autre de lui, La Perle. De ce que j'en ai compris, c'est l'histoire d'un pêcheur qui va trouver une perle dans une huître.
coquille Saint-Jacques, je ne sais pas, dans un gros coquillage, dans une huître je crois. Et ça va être la plus grosse perle du monde, voilà. J'en sais pas plus, vous voyez le livre lui aussi est tout petit, hein. On parle de 110 pages. Mais je suppose que ça va créer moult rebondissements. Et qu'allons-nous faire de cette perle? Allons-nous la vendre? Allons-nous la garder? Il risque d'y avoir des histoires de jalousie, tout ça. Pareil, j'en sais pas plus. Et vous voyez, j'essaye de pas me spoiler en allant voir sur internet. Donc si je dis des bêtises, vous me pardonnez, vous êtes sympa. Alors le dernier que j'ai récupéré en boîte à lire, qui lui est une belle édition bien pourrie. Il y a des taches sur les pages, mais on fera comme si on n'avait rien vu. Il s'agit d'un livre de Dostoïevski, le joueur. Et alors c'est rigolo parce que je l'ai récupéré il y a quoi? Le week-end dernier peut-être. Et juste après, j'ai commencé un livre audio où tout le premier chapitre parle de Dostoïevski et du coup ça m'a fait tiens, j'ai encore plus envie d'aller lire ce livre. Je crois que c'est un livre qui est partiellement autobiographique, je sais pas si Dostoïevski l'a voulu ou pas, parce que ce que je sais de cet auteur, c'est que c'était un alcoolique notoire qui se donnait en spectacle involontairement, je crois, à cause de l'alcool et qui perdait énormément d'argent au jeu. Le joueur raconte l'histoire d'un alcoolique notoire qui se donne souvent en spectacle et qui perd au jeu, qui vit un énorme chagrin d'amour pour une fille qui s'appelle Pauline Dostoïevski. Je crois que lui c'était une fille qui s'appelait Apollina ou quelque chose comme ça. Donc je pense qu'il y a des similitudes entre la vie de l'auteur et le livre. J'en sais pas plus, pareil, livre très court, c'est fou, à l'époque on faisait des livres courts, mais quelle bonne idée. Du coup bah en fait c'est juste pour découvrir Dostoïevski, car ma coloc Sandrine m'en avait prêté un à une époque, ou alors c'était du Bukowski, je dis une bêtise, et elle m'avait dit mais c'est trop bien, tu verras et tout. Donc je me suis dit allez, je le prends, puis au pire il fera joli dans ma bibliothèque et je le lirai un jour. Voilà, c'est à peu près tout pour ce book haul, je vous avais dit que ce serait rapide. En ce moment je me suis mis du coup au livre audio, vous avez dû le voir sur Instagram. Je viens d'en prendre un second qui s'appelle L'art de s'en foutre, je crois. Je vous mettrai la petite vignette là. C'est là où on parle de Dostoïevski au début, ce qui est plutôt pertinent. Et écoutez, j'adhère pas mal avec les livres audio parce qu'en fait, comme vous le savez, je suis incapable de faire une chose à la fois. Gros défaut, hein, grande qualité, j'en sais rien. En tout cas, c'est un fait, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ça. Et du coup, en ce moment, je repeins l'étage, vous risquez de le voir dans un vlog. Et j'écoute mes livres audio en même temps, avec mon casque, et c'est super. Le premier livre audio faisait 5 heures quelque chose, je l'ai dévoré en 2 jours. Là, celui-ci, j'en ai écouté un peu hier. Et je lis beaucoup de livres pour l'instant de sociologie, psychologie, développement personnel, parce que c'est des choses que je trouve très ennuyeuses à lire moi-même avec mes petits yeux. Et à écouter, ça l'est beaucoup moins. Donc je vous dirai ce qu'il en est. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien craqué dans les librairies avant ce 3e confinement. Voilà, nous ici on a vraiment décidé de jouer le jeu et de se confiner à mort. Donc on n'est pas près de voir du monde avant la réouverture du collège. Donc je pense que je vais pas mal lire. Et pas mal bricolé, donc vous risquez de me suivre là-dessus. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous et vos proches, comme toujours dans cette période trouble qui dure depuis 1 an quand même. Hein. On se rend compte qu'il y a 1 an, je disais ça dans mes vidéos en me disant allez, cet été c'est fini. Et bah non, ma petite Manon, quelle naïveté. Je vous laisse, je vous embrasse et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.